La Coupe du Monde de football est le moment tant espéré des amateurs de cette discipline mondiale pour déverser des passions à travers les événements. Et derrière cette joie immense qui anime les foules, s'y trouve une institution qu'est la FIFA au bord de l'implosion. L'association sportive aux milliards d'euros de chiffre d'affaires et la plus puissante au monde est au cœur d'un scandale qui a laissé des plumes et qui fera encore couler beaucoup d'encre. Le Qatar Gate. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Le 2 décembre 2010, la victoire du Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde avait surpris tout le monde. Un état plus petit que la région du littoral, où les fortes températures en été dépassent souvent 45 degrés, on constate ici en image que les températures pendant la période de la Coupe du Monde avoisineraient 39 degrés et que la FIFA n'aurait pas d'autre choix que de décaler les périodes de juin à juillet, initialement prévues en 2022. Le mondial 2022 au Qatar en hiver, c'est probable. C'est probable, oui, ouais. C'est même plus que probable. Alors 3 scénarios sont possibles pour espérer voir se dérouler la compétition en 2022. Premier scénario, du 25 novembre au 26 décembre 2021. Deuxième scénario, du 13 janvier au 13 février pendant les JO d'hiver. Troisième scénario, du 24 novembre au 25 décembre 2021. Mais par ailleurs, toutes ces hypothèses auraient une conséquence immédiate sur le calendrier des compétitions européennes de clubs et de sélections qu'il va falloir tout chambouler, ce qui n'est pas du goût des instances mondiales du football. Jouer des matchs par 50 degrés, est-ce qu'au début c'était pas une erreur? Mais bien sûr. Les 4 concurrents du petit Émirat, tels que l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et surtout les États-Unis, le grand favori est battu. Les réactions à la suite de cela sont virevoltantes, y compris de la part du président américain Barack Obama, qui qualifie ce choix de mauvaise décision. Des soupçons de lobbying grassement payés sont très vite évoqués autour de cette personnalité, telle que Zinedine Zidane, accusé d'avoir touché 15 millions de dollars pour apporter son soutien à la candidature du Qatar. Pour la seule année 2010, le budget de la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde était de 33,75 millions d'euros selon le magazine France Football. Le recrutement des parrains prestigieux comme Zinedine Zidane ou Pep Guardiola a coûté cher, 11 à 25 millions d'euros. Des stars payés un pont d'or et des événements très opportuns. Selon les révélations du Sunday Times, cet ancien membre du comité exécutif de la FIFA et ex-président de la Confédération asiatique de football, Yildirim bin Hammad, aurait distribué 5 millions de dollars aux membres du comité exécutif de la FIFA pour soutenir l'action du Big Community, entendez le comité de candidature du Qatar. À titre de rappel, voici quelques membres de ce comité exécutif. Joseph Blatter, Issa Hayatou, Michel Platini, Jacques Anouma. Selon la presse britannique, Michel Platini, président de l'UEFA, aurait lui-même confirmé avoir eu un rendez-vous en tête-à-tête avec bin Hammad, des soupçons renforcés par l'embauche de son fils Laurent par Qatar Sport Investment en 2012. Des révélations malvenues pour celui qui est un candidat potentiel à la tête de la FIFA pour l'élection 2015. À cela s'ajoute cette autre révélation du magazine France Football qui évoque une rencontre à l'Elysée le 23 novembre 2010, soit exactement une dizaine de jours avant les votes d'attribution du mondial 2018 et 2022 autour de Nicolas Sarkozy, alors président de la France en 2010, pendant lequel on y trouvait le prince qatari Tamim bin Hamad et Sébastien Bazin, dirigeant du PSG et représentant de Colonie Capital, et bien sûr Michel Platini. 3 sujets sont à l'ordre du jour: le rachat du PSG par le Qatar, l'entrée au capital du groupe Lagardère, la création d'une chaîne télé dédiée au sport pour concurrencer Canal+. En échange, Platini aurait promis son vote au Qatar et non aux États-Unis comme il l'envisageait. Sepp Blatter avait alors reconnu à l'époque des faits l'influence directe de chefs d'État européens, sans en dire plus. D'ailleurs, l'hebdomadaire France Football établit clairement un schéma des 10 hommes clés du Qatar Gate. On y trouve Jacques Anouma, Michel Garcia, Tamim bin Hamad Al Thani, Michel Platini, Nicolas Sarkozy, Sepp Blatter, Julio Grondona, Mohamed bin Hammad, Sandro Rosell et Ricardo Teixeira. Au fil de cette enquête, vous allez découvrir le rôle qu'a joué chacune de ces personnalités pour servir ce sport pour certains et le desservir pour d'autres. L'hebdomadaire va encore plus loin car il révèle que le Qatar a également sponsorisé en janvier 2010 pour le rondelet montant de 1,25 million d'euros, soit environ 700 millions de francs CFA, le congrès de la Confédération africaine. À
cette occasion, les dignitaires de l'émirat ont obtenu un accès exclusif, selon France Football, à 4 membres du comité exécutif de la FIFA qui devaient voter pour désigner le pays hôte de la Coupe du Monde 2022. Quelques mois plus tard, les autres candidats à l'organisation de l'événement avaient un simple statut d'observateur. Outre cela, on y trouve ce mail de Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA, dans lequel on y lit « Le Qatar a acheté le mondial », qui était alors adressé à Jack Vanner, septuagénaire et ex-vice-président de la FIFA, qui a démissionné en juin 2011. Il est l'un des bénéficiaires du fric de Bin Haman pour près de 1,5 million d'euros. D'ailleurs, aussi à la suite des dossiers en instance au sein de la FIFA, et tels que également ISL en plus de Qatargate, la FIFA a profité de tout cela pour faire du ménage en catimini, comme le révèle ici la presse suisse le matin dimanche. Aussitôt, Jérôme Valcke a démenti ces allégations concernant ce courriel, et cela dans un communiqué rendu public. Quelles seraient les conséquences pour la FIFA si elle décidait d'organiser un nouveau vote? En tout cas, selon le journal britannique The Independent on Sunday, le Qatar ne pourra pas la traîner devant un tribunal suisse, car selon cette source, tous les candidats ont dû signer un document dans lequel ils acceptaient d'être soumis au code éthique de la FIFA. Ce code spécifie clairement que tous les différends sont réglés par la commission d'appel de cette commission. Donc, en définitive, tous les pays candidats savaient qu'ils abandonnaient leurs droits légaux en posant leur candidature. Nous nous sommes intéressés un peu plus à ce code éthique, brandi par Blatter avec fierté lors d'une conférence de presse. On observe sa date d'entrée en vigueur, qui est le 25 juin 2012, soit quasiment 2 ans après l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2018 et 2022. Que le code éthique s'applique pour tout comportement portant atteinte à l'intégrité et à l'image du football, article 1er, à qui s'applique ce code éthique à tous les officiels et joueurs ainsi qu'aux agents organisateurs de matchs et aux agents de joueurs. On y précise aussi, entre autres, comment rapporter une infraction. Faudrait contacter la chambre d'instruction de la commission d'éthique par fax, par courriel, par mécanisme de dénonciation et par courrier, qui plus est, à l'attention de Sieur Michael Garcia. Justement, Michael Garcia, qui est le président de la commission d'éthique. Zurich n'est pas Rio, mais la température grimpe parfois de façon spectaculaire dans les couloirs aseptisés de la FIFA. En mars, Michael John Garcia a frôlé l'exclusion pour n'avoir voulu faire que son travail. Interroger les membres du comité exécutif, le gouvernement de la puissante et très opaque fédération sportive, impliquée dans l'attribution du mondial 2018 et en 2022, protégé par l'inoxydable président Sepp Blatter. Garcia a déjoué le complot, venu d'un clan hispanophone de l'institution. Nommé il y a 2 ans à la tête de la chambre d'instruction du comité d'éthique de la FIFA, s'invitait sur la scène du 64e congrès de Sao Paulo afin de prendre date. À peine sifflé la fin de la fête brésilienne, il remettra ses conclusions à son homologue de la chambre de jugement, Hans-Joachim Eckert, un Allemand, lequel devait livrer son verdict en septembre ou octobre. On sentait chez lui une grande détermination, se souvient Jérôme Champagne, candidat déclaré à la succession de Blatter en 2015 et très critique du comité exécutif. J'ai assisté à près de 50 réunions du comité exécutif. Ça n'est pas un gouvernement qui est au service de la politique qui a été choisie par le peuple du football et les fédérations. C'est ce que j'ai appelé une bourse dans laquelle les présidents des 6 confédérations continentales arrangent et échangent leurs blocs de vote. Ça n'est pas un gouvernement, c'est une structure qui n'a pas pour intérêt premier de défendre les intérêts de la FIFA. Et présent dans la salle ce jour-là, un ex-procureur à l'assaut du Qatargate. Du côté du Qatar, cette affaire fait débat. Les organisations humanitaires et défenseurs des droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, Amnesty International, pour elles, la menace d'une mise en cause de l'émirat est problématique. Car tout cela devrait amener les Qataris à reformer leur code du travail et ne plus traiter les migrants comme des esclaves des temps modernes et sans aucun doute revoir le principe de la kafala, ce système de parrainage des travailleurs migrants par leur employeur qui les prive de presque tous leurs droits. Au Qatar et dans l'ensemble des pays du Golfe de manière générale, car le système de la kafala dérange. Le système de la kafala, c'est le système du parrainage. Quand on va au Qatar pour travailler, on est soumis, si vous voulez, aux desiderata sponsors qui gère un petit peu notre vie, parce que c'est lui qui retire le passeport à votre arrivée, c'est lui qui vous paie dans la grande majorité des cas, et si vous voulez, il peut très bien du jour au lendemain refuser de vous payer ou changer votre statut administratif, voire même ne pas vous rendre le passeport quand vous souhaitez quitter le pays. Accueillir la Coupe du Monde est une bonne chose, mais l'image du Qatar doit-elle en périr? L'on comprend qu'au mieux que pour le Qatar, dans sa volonté d'obtenir la Coupe du Monde 2022, a ratissé extrêmement large, en activant le lobby espagnol pour sa crédibilité, avec ses clubs mythiques et une sélection championne d'Europe et champion du monde. En consultant l'organigramme du projet Aspire basé à Doha,
est présent sur tous les continents, l'on réalise que les Qataris se servent du savoir-faire des techniciens et des décideurs du foot espagnol pour donner du crédit à leur démarche. Le directeur général de l'académie Aspire est Ivan Bravo, ex-directeur général de la stratégie du Real Madrid. Le directeur du football Roberto Olabe, espagnol et ex-directeur des sports de la Real Sociedad. Le directeur d'Aspire Football Dreams, Josep Colomer, ex-responsable de formation au FC Barcelone, est souvent présenté comme le découvreur de Lionel Messi. Messi, quant à lui, depuis 2008, est le plus prestigieux ambassadeur de l'académie, ainsi que du réseau qatari de téléphonie mobile Ooredoo. Tout comme Pep Guardiola, souvenez-vous, qui avait été l'une des figures de proue de Qatar 2022 avant le vote de 2010. Tout cela illustre la relation privilégiée entre les deux parties. On observe de prime abord que le projet Aspire en plus haut lieu est dirigé par des personnes appartenant ou défendant le label espagnol, comme ce fut le cas d'ailleurs au Cameroun avec Marlène Mvutu, assez proche de l'ex-président du Barça Joan Laporta il y a quelques années, et Thomas Nkono, ex-sociétaire de l'Espagnol de Barcelone et actuel représentant du projet Aspire au Cameroun. Le magazine France Football s'est procuré le contrat de service liant la société BSM, Bonus Sport Marketing, et Aspire. BSM appartenant à Sandro Rosell, aujourd'hui évincé de la présidence du Barça à la suite d'une autre bombe, le Neymar Gate, et grand ami personnel de Ricardo Teixeira, ancien président de la fédération brésilienne et ex-vice-président de la FIFA, démissionnaire également en mars 2012. Et également le gendre de Yao Avalanche, prédécesseur de Sepp Blatter à la FIFA. Les deux hommes sont au cœur d'une vaste toile d'araignée financière, ayant facilité un rapprochement entre le Qatar et les membres du comité exécutif d'Amérique du Sud et Aspire Academy. Ce contrat dresse la liste des 10 académies régionales d'Aspire pour laquelle une avance de trésorerie a été budgétisée telle que le Cameroun, plus de 200 millions de francs CFA, le Nigeria, plus de 230 millions de francs CFA, la Côte d'Ivoire, plus de 115 millions de francs CFA, le Paraguay, plus de 170 millions de francs CFA. On y trouve des pays africains dont étaient issus des membres du comité exécutif tels que Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire, Amos Adamou du Nigeria, Issa Hayatou du Cameroun, Nicolas Léos du Paraguay, démissionnaire le 23 avril 2013, officiellement pour des raisons de santé, mais en réalité pour éviter de répondre de forts soupçons de corruption. Revenons sur ce contrat à 2,7 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs CFA, un partenariat pour l'année 2008. Une somme destinée à rémunérer les compétences de BSM pour faire fonctionner un système mondial de détection et d'accompagnement des jeunes talents. Les tentacules de ce scandale vont encore plus loin car le lobby espagnol semble être mis en branle au vu des soupçons de plus en plus persistants concernant des hauts dirigeants du football espagnol tels que Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Pep Guardiola, ex-entraîneur du FC Barcelone et actuel entraîneur du Bayern, Florentino Pérez, président du Real Madrid, Sandro Rosell, Ángel María Villanueva, président de la Fédération espagnole de football. Tout ceci accompagné par le patron du comité suprême du Qatar 2022, Hassan Al-Tawadi. Tous soupçonnés d'avoir, grâce à des lobbies, influencé le vote du comité exécutif sud-américain et garanti des voix aux Qataris par des principes d'échange de vote de pays à pays. Une technique donc, il est important de préciser qu'ils n'étaient pas les seuls à les utiliser. Ce schéma vous fera comprendre le rôle ou la présence des Qataris dans le football européen et notamment espagnol actuel. Ce qui peut aussi contribuer à justifier les positions des protagonistes espagnols. On y trouve donc dans ce schéma les intérêts qataris dans le football. Avec l'émir du Qatar qui détient Malaga et a aujourd'hui obtenu la Coupe du Monde 2022. Également à la tête de la fondation du Qatar, Qatar Investment Authority, et à la tête de la télévision Al Jazeera qui a donné naissance à Al Jazeera Sport ainsi qu'à Bein Sport et la fondation du Qatar qui est le sponsor du FC Barcelone, tout comme Qatar Investment Authority qui injecte des fonds dans le PSG, et tout cela est tenu de main de maître par Nasser El Khelaïfi, proche de la famille régnante. La rumeur de collusion entre les candidatures ibériques et qataris qui ont circulé même bien avant le vote de 2010, telle que la FIFA n'a pas eu le choix de mener une enquête, laquelle fut confiée à un ancien employé d'Interpol, l'Australien Chris Eaton. Selon le Sunday Times du 15 juin, Chris Eaton, choisi personnellement par Jérôme Valqueux, fut chargé de mener cette enquête autour d'une collusion supposée avec l'Espagne. Les premières conclusions de l'enquêteur, Chris Eaton, furent sans équivoque, car selon lui, d'après ce qu'il constate en termes de probabilité, la rumeur est vraie. Et lorsqu'il demanda aux Qataris de réagir à la suite de cela, les Qataris sont restés muets. Pas grave, car le 8 novembre 2010, Chris Eaton se rendit à l'Assemblée générale d'Interpol à Doha. Arrivé sur la péninsule de Doha, l'enquêteur de la FIFA rencontra Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, membre de la famille royale, alors ministre de l'Intérieur du Qatar, avec lequel il discuta de la création d'un centre international de la sécurité du sport, abrégé ICSS.
Les organisateurs de Qatar 2022 finissent par répondre, mais pour se plaindre que la FIFA avait outrepassé ses propres limites en faisant appel à un enquêteur indépendant. Quelques jours plus tard, cette même FIFA classait l'affaire faute de preuves suffisantes. Ce qui n'a cependant pas troublé plus que cela l'enquêteur, Chris Eaton, qui envoyait un mail de félicitations au chef de file de Qatar 2022 après le vote du 2 décembre 2010 et se consolant sans doute avec la montre et les boutons de manchette magnifiques que lui avait offert l'émir Sheikh Ahmad. L'enquêteur Chris Eaton continua à discuter sur le dos de la FIFA au projet ICSS avec ses nouveaux amis, visitant de nouveau Doha en mars 2011. Sa démission présentée à Jérôme Valque en 2012 rendit Valque furax lorsque ce dernier découvrit que 3 mois plus tard, l'enquêteur Chris Eaton, accompagné de toute son équipe, rejoignit immédiatement ICSS en qualité de directeur de l'intégrité du sport, un poste très gracieusement payé qu'il occupe toujours aujourd'hui. Une fois de plus, les largesses des Qataris a encore fait des mécontents au sein de la FIFA. Comment faisait Bin Hammad? Mohamed Bin Hammad a utilisé des dizaines de fonds secrets pour soutenir la candidature de son pays. Selon le Sunday Times, des paiements à travers toute l'Afrique ont été réalisés par des employés de Kemco Group, l'entreprise de construction dont il était l'unique propriétaire depuis 1985. Selon les bordereaux bancaires, ces transferts étaient largement ventilés dans la comptabilité, mais portaient souvent la référence Business Promotion. Une partie des versements ont aussi été effectués de ses comptes propres et ceux de sa fille Aïcha. Mohamed Bin Hammad semble aussi avoir utilisé les comptes de la Confédération asiatique de football, notamment pour les versements à Jack Warner. Du cash a aussi été retiré de ces derniers pour payer les banquets destinés aux personnages influents. Plusieurs réunions de ce type ont été organisées. En juin 2008, 25 délégués africains ont été invités à Kuala Lumpur. Facture $200 000. Une opération répétée en octobre, mais cette fois-ci avec 40 personnalités. Facture $195 000. En décembre 2009, il était transféré à se rendre à Doha, au Qatar. Bin Hammad semble également avoir profité de ses fonctions à la FIFA, notamment de sa position à la tête du projet GOL, le programme de développement pour favoriser les fédérations des votants africains, signant respectivement des transferts de 2 fois 400 000 et de $800 000 en dû au Cameroun d'Issa Hayatou, du Niger d'Amos Adamou et de la Côte d'Ivoire de Jacques Anouma, à chaque fois pour financer des travaux aux sièges nationaux. Nous nous sommes procurés l'ensemble des documents relatant ces faits. On observe que les présidents de différentes fédérations telles que le Gabon, la Guinée, le Mali, la Guinée équatoriale sont allés avec leur épouse et chaque membre de la délégation a perçu $5 000 d'argent de poche. On y trouve ce mail de Kalisha Boualia sollicitant $50 000 pour des besoins du foot zambien et personnel en y indiquant son numéro de compte perso. On observe par ailleurs qu'il indique en introduction de son message être à Cape Town, en Afrique du Sud. Et le mail est envoyé via un BlackBerry couvert par le réseau Vodacom le 2 décembre 2009 à 10h06. Ce mail de lobbying envoyé par le collaborateur de Jacques Anouma, Idriss Diallo, qui remercie Najib Chirakal, collaborateur de Bin Hammad, et prévoit une stratégie à mettre en place. Jacques Anouma qui remercie personnellement Bin Hammad pour son séjour à Doha, accompagné de son épouse et aussi qu'aux membres de sa fédération. On y trouve aussi des demandes de prise en charge maladie envoyées sous couvert par M. Bangoura pour la fédération guinéenne, des paiements en faveur de la fédération somalienne djiboutienne pour des frais d'hôpitaux. Également M. Doucouré, l'assistant du général Seyi Memene, sollicitant l'arrivée des fonds d'un montant de 22 400 $. En tout cas, les révélations du Sunday Times concernant les dirigeants du football africain avant l'attribution de la Coupe du Monde 2022 ont naturellement fait réagir plus d'un. Dans son enquête France Football, fait des révélations fracassantes. Le journal nous apprend par exemple une ancienne gloire camerounaise de la génération 90 aurait ainsi reçu plus d'1,5 million d'euros pour apporter son soutien à la candidature du Qatar 2022. Ajoura Moucha Fouro, l'ex-président de la Fédération béninoise de football, aurait fait partie avec 24 autres personnes des dirigeants africains d'un premier voyage tout frais payé organisé par Bin Hammad en juin 2008 à Kuala Lumpur en Malaisie. D'après le Sunday Times, environ 200 000 $ en cash auraient été distribués aux invités à l'issue du voyage. Lydia Sekera, l'ex-présidente de la Fédération burundaise et première femme membre du comité exécutif de la FIFA, aurait quant à elle fait partie d'un second voyage payé par Bin Hammad à Kuala Lumpur. En octobre 2008, les 40 invités sont tous venus d'Afrique auraient reçu 5 000 $ à leur arrivée. Selon le Sunday Times, le Togolais Seyi Memene, vice-président de la CAF, a reçu un virement de 22 400 $ de la part de Bin Hammad pour financer un pèlerinage à la Mecque avec sa femme en novembre 2008. Sedi Kinte, en juin 2008, le président de la Fédération gambienne de football, aurait fait parvenir un courriel à son ami pour le remercier d'un virement de 10 000 $. Le journal britannique fait également
état d'un autre virement de 50 000 $ effectué cette fois-ci depuis le compte de la fille de Bin Haman. Issa Hayatou, Jacques Anouma, Amos Adamou et Georges Weah auraient également bénéficié des largesses qataries comme le prouvent les documents ci-suite. Dans le cadre de ces investigations, Michel Garcia a interrogé environ 70 personnes. Le verdict de la chambre de jugement du comité d'éthique de la FIFA devrait tomber à la rentrée. Et cependant, dans le cadre de ces enquêtes, nous rappelons que la quasi-totalité des personnes accusées ou soupçonnées de malversation dans le cadre du Qatar Gate ont tous démenti ces allégations, mais aucune d'entre elles n'a porté plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse.